Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Vision est un podcast autoproduit. Vous pouvez désormais nous aider sur Patreon et sur notre site. Merci aux premiers contributeurs et contributrices, Shoshana, Lina, Isabelle, Alexis, Grégoire, Stora et Antoine. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vision. Aujourd'hui, on poursuit notre série de podcasts sous le format Focus sur les métiers autour de l'image. On a un podcast passionnant qui nous attend et qui vous attend également. Je vais présenter mon invité qui est Thomas Sauvin. Né en 1983, il a une pratique polymorphe, collectionneur, éditeur, artiste, commissaire d'exposition, sauveur d'images, comme je l'ai lu dans un article. Après avoir sillonné la Chine pendant plus de 10 ans pour l'organisation Archive of Modern Conflict, basée à Londres, qui a pour mission de collecter et de préserver la photographie, il s'est lancé dans une aventure hors du commun, récolter des négatifs abandonnés dans une zone de recyclage au nord de Pékin et destinés à être détruits. Il réalise l'un des travaux d'archives les plus colossaux et importants en Chine. Thomas va nous parler de ce projet fascinant appelé Beijing Silver Mine, de ses différents projets de livres, tous aussi passionnants, puis de son parcours et de ses différentes fonctions aujourd'hui. C'est dans le 7e arrondissement, quartier, attention, très chaud de Paris, qu'on va le rejoindre pour cet entretien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous parler de toi et de tes différentes fonctions ? Est-ce qu'archéologue de l'image, c'est un terme qui pourrait te convenir ? J'imagine que ça me convient partiellement. Ce qui pourrait me convenir, c'est le fait que j'aime gratter, j'aime me salir les mains pour retrouver des images qui ont été oubliées, qui ont été négligées, qui étaient sans doute sur le point de disparaître. Là où ça me convient peut-être un peu moins, c'est que je ne me vois pas comme un historien. Je récupère, je sauve ces images dont je me sers comme d'une sorte de matière première pour les projeter dans le futur. Et du coup, en parlant d'images, comment est né ton intérêt pour la photographie ? Si je devais bien chercher, je crois que Marc Ribou a joué un certain rôle là-dedans. J'étais et suis toujours ami avec son fils, Théo. Et quand j'étais jeune, j'allais jouer chez lui, passer mes week-ends chez lui. Et Marc était généralement absent. On en profitait pour aller dans son studio, pour regarder des tirages, lui piquer des cartes postales. Et c'est ces images de Chine, les photographies noir et blanc qui ont commencé un petit peu à peupler mon quotidien. J'imagine que ça a été ma première introduction à la photographie. Donc suite à tes études en Chine, il y a eu la rencontre avec Timothy Pruss, qui travaille pour Archive of Modern Conflict. J'en ai parlé un petit peu dans l'intro. Ça a été un tournant pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Alors on est en 2006, je viens tout juste d'être diplômé. Je descends à Lianzhou pour travailler en qualité d'assistant du commissaire français Alain Julien, cofondateur du festival à l'époque. Et à la toute fin de ma participation à ce festival, Alain me présente à Timothy Pruss, directeur artistique de Archive of Modern Conflict, qui m'explique qu'il est intéressé à l'idée de collectionner de la photographie contemporaine chinoise. Donc ça tombe bien, moi je parle chinois, j'ai pas de boulot, et donc je suis tout à fait disposé à acheter des tirages pour lui. Il était en fait invité par Alain dans ce festival, où il faisait une expo qui était assez géniale, d'ailleurs, comme beaucoup de choses qu'il fait. Une photo qui s'appelait Photoswap. L'idée était qu'en fait, il ramenait une multitude de photographies anonymes, maladroites, simples, drôles, d'Europe, qui recouvraient l'intégralité des murs d'un lieu d'exposition. Ça nécessitait un peu de communication en amont et il invitait les gens, en l'occurrence les Chinois de la ville de Lianzhou, à venir avec des images à eux et à pouvoir échanger. C'est-à-dire qu'ils prennent une photo qui est sur le mur et ils la remplacent par une de leurs photos. Et c'est comme ça qu'il obtient une exposition mouvante, organique, et puis fidèle à lui-même, qui réussit à collectionner pas mal de photographies avec une idée simple et géniale.
Et tu as initié donc un incroyable projet, en tout cas que je trouve incroyable, qui est appelé Beijing Silvermine. Il y a un peu plus de 11 ans, c'est ça, à peu près au niveau de la date. Tout à fait, 11 ans exactement. Et quelle est la genèse de ce projet ? Alors je travaille à l'époque pour Archive of Modern Conflict depuis 3 ans, pour qui je collectionne de la photographie contemporaine chinoise. Ça implique de voyager, de rencontrer des photographes, de négocier des acquisitions, parfois financièrement lourdes. Et tout ça a peut-être un peu modifié mon rapport à la photographie. Et j'ai assez naturellement éprouvé le besoin d'aller chercher un petit peu ailleurs. D'ailleurs, c'était dans la mouvance des choses, puisque Archive of Modern Conflict est une collection qui n'est pas destinée à particulièrement collectionner de la photographie contemporaine, mais est plutôt spécialisée dans la photographie anonyme, vernaculaire, historique, trouvée. Et en me mettant à aller chercher un peu ailleurs, j'ai passé pas mal de temps dans les marchés aux antiquités, sur Internet, où j'ai acheté pas mal d'albums qui étaient peuplés de tirages argentiques qui sont eux-mêmes nécessairement issus de négatifs. En revanche, je ne trouvais jamais de négatifs. Donc j'ai décidé de chercher un peu dans cette direction. Et c'est là où je suis tombé sur quelqu'un qui travaille en périphérie nord de Pékin, qui est spécialisé dans le recyclage de déchets qui contiennent du nitrate d'argent. Et c'est comme ça que j'ai été confronté à une source gigantesque et inépuisable de négatifs 35 mm couleur capturés par les Chinois de tous les jours, par le peuple. Et donc je me suis entendu avec lui pour racheter ces négatifs au kilo. Ça fait maintenant 11 ans que je les collectionne inlassablement. Et tout ça est numérisé, numéroté, observé quotidiennement. Et c'est à partir de cette archive, à partir de cette matière, que je crée des expositions et particulièrement des livres photos qui me permettent de diffuser le fruit de mes recherches et de donner une seconde ou plutôt une énième vie à ces images. On va en parler de ces superbes livres photos. Qu'est-ce qui t'intéresse finalement dans le fait de collecter des images ? Quel est ton but ? Dans le cadre spécifique de cette collection, alors que je passais déjà beaucoup de temps à chercher des photos, des publications de propagande, des photos réalisées par des artistes contemporains, du photojournalisme, j'ai constaté que les photos que j'avais trouvées dans cette déchetterie, ces négatifs 35 mm couleur capturés par des gens de tous les jours, donnaient finalement quelque chose de très différent à découvrir, donnaient à voir un visage très différent de la Chine. Quelque chose de plus léger, de plus drôle, de plus authentique et finalement de plus proche de ce que j'avais l'habitude de vivre au quotidien, puisque j'ai habité 12 ans là-bas. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de travailler à partir de cette matière que je considère comme de la matière première, pour essayer de restituer un portrait de la Chine un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Donc suite à ton expérience chez Archives of Modern Conflict, qui t'a sûrement inspiré, tu t'es lancé ensuite dans un projet d'édition, tu viens d'en parler. Donc Beijing Silvermine a donné lieu à une dizaine de livres-objets. J'insiste vraiment sur le mot objet, parce qu'ils sont tous plus originaux les uns que les autres. Pourquoi avoir voulu commencer ce projet d'édition ? Alors, ça vaut effectivement le coup de bien le souligner. Toute cette initiative, et elle commence par le fait de collectionner des négatifs dans une déchetterie jusqu'à la réalisation de tous ces livres, s'inscrit vraiment dans la pratique de Archive of Modern Conflict. J'admire, apprécie et m'inscris vraiment en humble disciple de tout ce que Timothy a pu initier. Après avoir amassé ces négatifs pendant 4 ans, ça a été vraiment naturel de finalement vouloir restituer ce début de collection, ce début d'archives, et le fruit de mes découvertes, de mes recherches, par un objet
et par un livre photo. Finalement, quand on y pense, c'est aujourd'hui assez peu coûteux de réaliser un livre. Et c'est assez fantastique d'imaginer que ce petit objet peut vivre sa vie, voyager, probablement dans tous les pays du monde, disparaître dans une caisse, réapparaître dans une 50aine d'années. Et finalement, quand on collectionne des images, je pense que on devient un acteur un petit peu de leur vie et de leur destin. Et il est important pour moi que je sois finalement associé à leur restitution par le biais d'un objet qui est effectivement qu'on peut appeler livre d'artiste, qu'on peut appeler livre d'objet, qui est quelque chose d'un petit peu atypique, si possible. On va entrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la première publication qui date de 2013, qui est le premier album Silvermine, puisque tu vas nous le dire, il y en a 5 en tout. Les albums Silvermine, effectivement, se comptent au nombre de 5, et ils ont été quasiment réalisés en même temps. Ça fait 4 ans que je travaille sur cette archive. Je commence à avoir une sélection d'images qui me semble pertinente, significative. J'éprouve le besoin de la restituer par le biais d'un livre. Et c'est là qu'un jour, je tombe sur Internet, sur un petit objet produit à Shanghai dans les années 60, qui est un petit accordéon avec des fenêtres en papier qui était destiné à recevoir des négatifs 6:6. Donc 12 fenêtres, puisque c'est le nombre de poses qu'il y a sur un négatif 120 mm. Et l'objet est assez fascinant, assez simple, assez beau, entièrement réalisé à la main. Et me vient l'idée d'inviter un designer chinois, Mei Shuzhe, avec lequel j'ai travaillé sur pas mal d'ouvrages, pour revisiter cet objet en l'adaptant finalement au format 35 mm, au ratio 35 mm, et produire un certain nombre d'albums vides que je pourrais peupler d'images provenant de l'archive. En réalité, j'étais assez rassuré de procéder de cette façon-là parce que il me crée un album, il me crée une pochette, un outil vide, et je pouvais jusqu'au dernier moment hésiter, douter, changer d'avis, alimenter ces objets, puisque je travaillais quand même à partir d'une archive toujours grandissante. Donc j'étais extrêmement intimidé par le fait de créer un premier opus réunissant des images qui seraient reliées ad vitam aeternam entre elles et où les choses ne pourraient plus jamais bouger. Donc c'est finalement quelque chose qui est assez récurrent dans mes ouvrages par la suite. C'est cette possibilité que le contenu puisse changer, puisse évoluer jusqu'au dernier moment. Et donc Mei Shuzhe a réalisé 5 albums, 5 designs, 5 graphismes différents, 5 couleurs, autant d'objets qui m'ont permis de diffuser et de partager 10 séries de 10 photos, soit un total de 100 photos. Sous un thème différent. À chaque fois, explorant des thèmes différents. Des thèmes parfois évidents, très banals, comme la naissance, l'enfance, le voyage, le travail, donc finalement des thèmes assez universels, et puis parfois des thèmes qui sont plus spécifiques à l'histoire de la Chine, des réformes d'ouverture économique de Deng Xiaoping, de son rapport à l'Occident. Donc il y a par exemple une série où on va découvrir des posters de Marilyn Monroe chez des gens, une autre de femmes qui posent avec leur frigidaire. On voit la façon dont Ronald McDonald rentre dans la vie des gens. Et ce qui m'intéresse particulièrement avec ça, c'est que quand on regarde le travail qui peut être fait par des artistes, par la photographie contemporaine, ou par des journalistes, des gens qui ont pour fonction de documenter l'histoire, de traiter de sujets, de traiter du présent, et ben on constate qu'il s'agit de
de micro-événements qui sont finalement un peu trop, peut-être un peu trop futiles, un peu trop proches de la vie des gens, un peu trop anecdotiques et que personne ne documente. Et c'est quelque chose que la photographie de tous les jours fait très bien, puisqu'elle pose son regard de manière assez naïve et innocente sur pas mal de choses qui nous entourent et qui font notre quotidien. Et donc, quand on laisse un peu le temps s'écouler, au bout de 20, 30 ans, ces choses commencent à prendre un autre sens. Et devient moins anecdotique. Ouais. Oh, tout à fait. Tu en parlais avant, donc tu faisais face et tu fais toujours face à des milliers, des millions de négatifs. Finalement, comment vas-tu faire une sélection ? Là, tu parles de 10 photos par album, par exemple, c'est très restreint. Comment ça se passe au niveau vraiment du processus de sélection ? C'est très accidentel. Tout est très accidentel et je suis extrêmement décomplexé à ce niveau-là parce que l'existence de ce projet, l'existence de ces ouvrages, tout ça est une longue série d'accidents. Le fait que je sois allé en Chine, le fait que j'ai découvert ce collectionneur, le fait que ces sacs reviennent entre mes mains, le fait que je porte une certaine attention à une image plutôt qu'à une autre, les thèmes, l'objet et ainsi de suite. Et je suis pas photographe. Ma pratique se base sur l'observation. Et donc, c'est quelque chose que je fais de manière quotidienne, de manière très chronophage. C'est assez souvent associé à un ennui assez profond, à pas mal de doutes, à la crainte ou plutôt à la conviction que je me répète inlassablement. Mais il y a un phénomène qui me semble intéressant et qui ressurgit fréquemment, c'est que il y a des choses qui émergent de cette observation et de cette répétition. Et elles émergent parfois comme des évidences. C'est à force d'avoir vu, à force d'avoir répété, on constate qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être dit, qui vaut la peine d'être montré. Il y a quelques mois de ça, je voyais une expo du collectionneur suisse Peter Herzog, et dans laquelle il y avait une interview, et il disait quelque chose d'assez inhabituel que je trouve très pertinent. Il disait, dans le cadre de la photographie vernaculaire, la quantité importe plus que la qualité. Et c'est une revendication qui s'applique à finalement assez peu de choses. On a l'habitude de préférer la qualité à la quantité. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'images trouvées, c'est finalement la quantité qui importe parce qu'elle permet de révéler des choses, et c'est la quantité qui permet de s'évader des petites histoires intimes, personnelles, qui n'ont pas forcément leur place dans une histoire plus grande. Et il y a un phénomène avec la quantité qui est assez fascinant à mon goût, où on passe des petites histoires personnelles, intimes, à la mémoire collective. C'est ça, c'est la quantité qui rend ça possible. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Donc chaque livre a un design unique, je disais, je pense par exemple à Until Death Do Us Part, que moi j'ai par exemple, qui est en fait un livre conçu comme un paquet de cigarettes, ou Xian, un véritable livre labyrinthe composé de 59 cases qui dévoile 90 facsimilés de taille variable que l'on découvre peu à peu, qui est un livre incroyable. Quel est, cette fois-ci, on va parler de processus créatif. Quel est le processus créatif de chaque livre ? En fait, comment collabores-tu avec les designers, avec les imprimeurs et les éditeurs ? Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, j'ai 11 ouvrages à mon actif, et chaque ouvrage est vraiment une aventure totalement différente, existe pour différentes raisons. Donc ce serait difficile de faire une généralité. Mais si je devais prendre pour exemple un des derniers livres que j'ai réalisé, qui est 17, 18, 19, qui est un livre que j'ai fait avec l'éditeur grec Void. Et il s'agit en fait d'un livre qui a été réalisé dans une résidence d'artistes à laquelle j'ai été invité en Grèce. Et il y avait une dimension performative qui était très intéressante à mon sens.
L'idée était que j'arrive dans cette résidence un dimanche soir, que j'y reste précisément une semaine. Et au fil de cette semaine, Joao Ligneux, le designer de toutes les publications de Void, me rejoignait toutes les après-midi pour que on avance ensemble sur un livre qui serait publié près de 2 mois après la fin de cette résidence. Void est une maison d'édition qui travaille sur des thèmes souvent assez sombres. Et donc c'est assez naturellement que je me suis orienté vers une archive que j'avais depuis très longtemps, depuis 2010 pour être exact, une collection de 15 000 négatifs issus d'un centre de détention à Pékin, images capturées en 91, 92, 93. Très principalement des portraits de délinquants, pour ne pas les appeler des criminels, face, profil, avec le nom, la date d'incarcération, la réglette dans le dos des gens, et une collection significative de pièces à conviction, d'objets qui ont été manifestement associés à l'incarcération de ces gens. Une collection extrêmement belle, des photos extrêmement belles, très intimidant, et j'ai surtout rapidement pris la décision de ne pas m'en servir, de ne pas les publier, pour la bonne raison que j'étais encore en Chine et que l'utilisation de ces images aurait pu potentiellement compromettre le reste du projet qui était quelque part plus bienveillant. Le temps a passé, je suis rentré en France en 2015, et quand Void m'a proposé cette résidence fin 2018, j'ai accepté, et je me suis dit que c'était le bon moment de travailler à partir de cette archive. Et il s'agit véritablement d'une collaboration avec le designer. On se retrouvait quotidiennement, on discutait, il disparaissait, je réfléchissais, j'avançais, il avançait, on se retrouvait. Les choses se sont extrêmement bien passées, et en l'espace de quelques jours, on a réussi à arrêter la séquence, la forme, le nom, la couverture, si bien que quelques semaines après la fin de cette résidence, il est parti chez Mass Matbaa, à Istanbul, en Turquie, pour imprimer ce livre qui était prêt pour Paris Photo en 2019. Je crois qu'entre le moment où la résidence a commencé et le moment où le livre était sur la table de l'éditeur, il y a eu 2 mois qui se sont écoulés. Le livre aurait jamais existé sous cette forme sans l'imprimeur Ufuk, qui a fait un travail remarquable au niveau de l'impression d'encre métallique, encre argentée sur papier noir. Donc tout ça est une collaboration entre une archive, un artiste, un designer, un artisan, un éditeur, et je crois qu'il faut vraiment jamais oublier que un livre n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est une symbiose entre ces différents métiers, c'est intéressant. Chaque image que tu publies font l'objet d'un tirage argentique à l'agrandisseur dans un laboratoire parisien. Pas de retouche, on laisse libre cours à l'image originelle. Par contre, il s'agit de photographies qui ne t'appartiennent pas. Quelle est ton approche en termes de droit à l'image ? Alors, 2 choses. La première, certaines images ont effectivement été confiées à Diamantino Quintas, qui a fait des tirages argentiques main, et je pense que c'est en termes de tirage les plus belles incarnations qui existent issues de l'archive. Alors c'est pas toujours vrai, il y a beaucoup de projets où les tirages sont réalisés autrement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quant au fait que ces photos ne m'appartiennent pas, et le rapport que je peux avoir au droit à l'image, je pense que j'ai une position assez radicale à ce niveau-là. C'est-à-dire que je considère que ces images m'appartiennent. Je considère les avoir adoptées il y a maintenant 11 ans de ça. Elles ont grandi avec moi, j'ai grandi avec elles. Elles empruntent un destin et un chemin qui est très très différent de celui auquel elles pouvaient être destinées. Et je me sens très très libre
de m'en servir absolument comme je le veux, d'en revendiquer la paternité. Alors ça signifie pas que je ne considère pas que j'ai une responsabilité de respect, d'utiliser ces images de manière respectueuse et bienveillante. Mais je suis tout à fait libéré à ce niveau-là. Et c'est des images que j'ai sauvées, que j'ai adoptées et dont je me sers librement pour des expositions, pour des livres dont je suis l'auteur. C'est parfois considéré comme une forme de mépris que je pourrais avoir face aux gens qui ont capturé ces photos. En réalité, je pense que le projet dans son intégralité est extrêmement respectueux par rapport à leur travail. Quoi de mieux que de sauver ces images et de les montrer ? Je suis bien incapable de retrouver les gens qui ont appuyé sur le bouton pour des raisons qui sont assez évidentes. En revanche, je suis assez lucide sur le fait que je suis l'auteur du projet qui met ces images en lumière. Je suis l'auteur des livres qui réunit ces photos. Et donc, je pense avoir une position assez claire et assez libérée à ce niveau-là. Il n'y a pas eu un petit-fils ou une petite-fille qui t'a contacté suite à une publication et qui a vu par hasard une photo dans un de tes livres ? Si, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est finalement arrivé peu de fois. Et c'était pas tellement les livres qui ont été le véhicule de ces découvertes, mais plutôt Weibo, l'équivalent de Facebook en Chine, où je partage beaucoup de photos, où beaucoup d'articles ont été diffusés et partagés. Et il est arrivé que des gens reconnaissent leur père ou leur sœur. Et la réaction assez immédiate a été de me contacter pour me dire « c'est mon père, c'est ma sœur sur ces photos ». En retour, ma réaction, moi, a été de, aussi vite que possible, retourner dans l'archive pour retrouver non pas la photo concernée, mais les 35 autres poses qui ont été capturées sur le même négatif pour les envoyer en haute définition aux personnes concernées. Et aussitôt reçues, ces personnes-là ont eux-mêmes partagé ces photos et les retours ont été très très positifs, très calmes, très respectueux et les gens, pour l'instant, ont plutôt eu comme position d'être heureux de faire partie de ce projet, plutôt qu'une position de défiance par rapport à la démarche. Pour tes différents projets, donc là, on parle d'exposition, on parle de livres, j'imagine que c'est assez différent. Du coup, comment trouves-tu les financements, généralement, pour ces projets ? Je dirais qu'il y a deux situations possibles. Une où le livre est réalisé avec un éditeur. Dans ce cas-là, la position que j'ai généralement, l'éditeur couvre l'intégralité des frais associés à la conception du livre, c'est-à-dire aussi bien ce que pourrait vouloir le designer que les frais de production du livre, ainsi qu'envoi, distribution et autres, et que ma rémunération dans le cadre de cette collaboration s'élève à 10% des copies qui ont été produites. Donc si on parle d'une édition de 1000 exemplaires, je ne paye rien et je touche 100 livres. Je pense que c'est un moyen assez simple de fonctionner. Donc si on fait les calculs, on se rend assez rapidement compte que ce n'est pas une mine d'or financière, mais il est courageux pour un artiste comme pour un éditeur indépendant d'engager de l'argent dans des livres qui sont des objets au destin parfois assez incertain, assez fragile. Il y a une autre situation qui est celle des livres qui sont auto-publiés. Et là, ça nécessite de taper dans sa trésorerie personnelle pour investir des sommes qui fluctuent entre 8 000 et 35 000 euros dans le pire des cas, en espérant réaliser un travail qui soit suffisamment de qualité pour se vendre et retourner dans ses frais, ou éventuellement gagner de l'argent qu'on investit généralement dans de nouveaux ouvrages.
Alors toi qui travailles avec le passé, ces différentes traces, on va maintenant parler du futur, celui justement de Beijing Silvermine. Comment le conçois-tu, ce futur ? Alors, dans un futur proche, j'imagine plusieurs collaborations, plusieurs nouveaux ouvrages, une collection qui continue à grandir inlassablement. En fait, je pense qu'il faut pas avoir peur de se répéter inlassablement. C'est pas quelque chose qui est trop dans l'air du temps. On aime la nouveauté, on aime les découvertes, on aime ce qui est émergent. Mais une archive, une collection est quelque chose qui se crée, s'établit et s'inscrit dans le temps, dans la répétition. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'intimide pas du tout. Dans un futur moins proche, qu'est-ce que peut devenir cette archive ? Je pense qu'il y a deux trajectoires possibles. Elle est aujourd'hui réunie dans mon studio à Paris, qui est un très bel espace. Et on pourrait tout à fait envisager que cet endroit devienne accessible au public, sur rendez-vous, soit associé à une structure qui permette à des gens de venir consulter des images sur version numérique, version physique. Ça pourrait être une éventualité. Une autre éventualité qui, selon moi, serait plus souhaitable, serait que cette collection soit donnée ou vendue à un musée ou une institution chinoise. Je pense que ça ferait sens que ces images retournent en Chine. Je vois pas véritablement ça arriver avant 15 ou 20 ans. Je serais bien incapable de savoir à quelle institution je pourrais confier ce million d'images aujourd'hui. J'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'un candidat pourrait se présenter ou voir le jour dans les décennies à venir. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Donc la photo vernaculaire, qui est le type de photo que tu collectionnes, n'a généralement pas de démarche, pas d'intention artistique, même si la frontière peut parfois être mince. Comme le dit Clément Chéroux dans son livre Vernaculaire, elle est à l'origine utilitaire, domestique et hétérotopique. Ça semble assez paradoxal puisque tu puises dans ces millions de négatifs de photographes anonymes pour en sortir des expositions, des livres, des objets qui ont eux une direction artistique. Les photos entrent dans la sphère culturelle de cette manière-là. Quel est ton ressenti par rapport à ce paradoxe ? Oui, alors effectivement, la définition de la photographie vernaculaire, c'est une image qui est capturée sans intention artistique. C'est donc ce qui lui confère cette légèreté et aussi ces qualités d'authenticité. Après avoir été récupéré, sauvé, collectionné, visionné, édité, regroupé, assemblé dans un objet qui a son identité graphique, sa fonction, qui voyage, ces images ont effectivement une deuxième vie, une énième vie, qui, là, peut s'inscrire dans un cadre, pour certains plus anthropologique, pour d'autres historique, pour d'autres plus artistique. Bref, ces images sont finalement détournées de leur fonction initiale, deviennent quelque chose de différent, sont utilisées comme de la matière première pour construire quelque chose de nouveau, qui peut parfois être artistique, qui peut parfois être contemporain. Parlons du livre Talk Soon, qui est paru récemment chez Atelier Édition. C'est un dialogue entre toi et le néerlandais Eric Kessel, qui est aussi un nom très connu dans le monde de la photographie vernaculaire. Et c'est aussi un superbe livre-objet. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors que le premier confinement avait commencé depuis 48 heures, et Eric Kessel, que je connais depuis pas mal d'années maintenant, m'a envoyé un mail en me disant « Je m'ennuie sacrément », et là je reste poli. Je te propose donc de faire ce qu'il a appelé à l'époque une estafette photographique. L'idée était de m'envoyer une photo issue de son archive. Je réponds avec une photo issue de la mienne, et ainsi de suite. En revanche,
on ne s'écrit jamais rien. On a un dialogue visuel. C'est un exercice auquel je m'étais déjà soumis avec d'autres artistes et d'autres collectionneurs dans le passé. Et ça avait très rapidement capoté parce que c'était un combat de coq. Une photo était envoyée, puis on renvoyait une autre photo pour montrer que finalement on avait quelque chose qui traitait un peu du même sujet, mais qui avait plus de profondeur, qui était de meilleure qualité. Et on se connaît bien avec Eric, on partage pas mal notre goût de la photographie trouvée, et on a donc commencé ce dialogue. Il a d'ailleurs commencé ce dialogue sans placer la barre trop haute, puisqu'il m'a envoyé une photo qui vient probablement d'un garagiste où on voit une voiture en sale état avec une plaque d'immatriculation. Bref, rien de très sexy et rien de très très esthétisant. Donc on a pu commencer cette discussion assez librement et on l'a fait pendant à peu près 45 jours, je crois. On a échangé 120 photos et puis on a trouvé que c'était finalement assez intéressant parce que de par la nature du processus, de par la nature du protocole, on s'est finalement pas mal libéré de toutes les règles ou de toutes les conditions géographiques qui peuvent s'imposer dans ce genre d'ouvrage de photographie trouvée. Est-ce que c'est de la photographie asiatique? Est-ce que c'est de la photographie européenne? Quel thème? Quelle époque? Quelle forme? Noir et blanc, couleur? Là, finalement, à partir du moment où l'image qu'on envoie répond d'une façon ou d'une autre à celle qu'on a reçue dans le mail précédent, l'exercice fonctionne. Et donc ça nous a permis d'avoir un dialogue assez léger, parfois assez drôle, parfois assez poétique entre une archive principalement européenne et une archive principalement chinoise. Une fois qu'on a eu ces 120 photos, on les a confiées à l'éditeur canadien Atelier Édition, qui est composé de Pascal Georgiev et Kingston Trinder. Kingston est lui-même auteur néo-zélandais. Et donc, il a écrit un texte finalement aussi libre et aussi déjanté qu'a pu l'être notre échange d'images. Et ce texte un peu abstrait vient fonctionner, graviter autour des images, tantôt comme légende, tantôt comme accompagnement de l'ouvrage dans son intégralité. Il s'agit d'une correspondance visuelle entre Eric et moi. Et donc, on est arrivé à la conclusion qu'il pouvait être intéressant de traduire ces images par des cartes postales. Donc, c'est un livre relié avec une gigantesque spirale vert turquoise, molle, qui fait un peu penser à un gros bonbon et qui réunit ces 120 cartes postales. En haut, les 60 images d'Eric Kessel. En bas, mes 60 photos perforées. On peut donc les arracher, écrire un mot, les envoyer et la personne qui fait l'acquisition de ce livre peut à son tour dérouter ces images de leur chemin initial. Donc comme tu le disais, là on est dans ton studio et autour de nous on a plusieurs centaines de livres. Est-ce que tu as un conseil de livres qui ne sont pas issus de ta collection, forcément, pour nos auditeurs? Alors, tu m'as posé cette question. J'ai pris une minute pour arracher deux, trois livres qui me plaisent beaucoup de l'étagère qui est derrière moi. Le premier, qui s'appelle Nine Uncle, qui a été publié par Archive of Modern Conflict, dont on parlait au début de cet entretien, et qui a gagné le prix du livre de photos historiques à Arles en 2008. Et Archive of Modern Conflict a commencé en 1993. Le cœur de la collection, c'est l'expérience de la guerre par les gens ordinaires, donc une collection d'albums photos
qui relatent finalement cette expérience de la guerre. Ils en ont collectionné énormément. Je crois qu'ils peuvent revendiquer avoir la plus grosse collection sur ce sujet. Et ils ont assemblé un livre où on voit des soldats du Troisième Reich, non pas sur le front, mais plutôt en train d'attendre dans la campagne, souvent dans la campagne française d'ailleurs. Les photos sont organisées comme on peut imaginer une journée. Commence par un lever de soleil, puis on voit les gens se brosser les dents, prendre leur petit déjeuner, se brosser les dents, aller jouer dans la campagne. Et finalement, ce livre donne à voir une image très différente de celle qu'on a pu finalement voir des soldats allemands. Et je crois que c'est ce que The Archive of Modern Conflict a toujours cherché à faire. Finalement, le conflit moderne, qu'est-ce que c'est? L'image, quelle image donne-t-elle de l'histoire? Quelle image donne-t-elle des hommes? Et comment est-ce qu'on peut un petit peu secouer ces visions-là? Un deuxième livre que j'ai pris et que je ne regarde pas assez souvent parce que je l'adore, Tsunami, Photographs and Then, Lost and Found Project, un livre réalisé par un Japonais, un projet réalisé par un Japonais qui s'appelle Munemasa Takahashi. Et il s'agit d'un projet qui a vu le jour juste après le tsunami de Fukushima. Et l'initiative a été de retourner dans toutes les maisons qui étaient abandonnées pour récupérer les albums, les photos qui traînaient, qui restaient. Et tout ça a été récupéré, a été mis dans un hangar, a été séché, a été documenté. Les images sont très souvent fortement endommagées. Ça fait partie de ce qu'elles sont devenues. C'est un livre très simple, très, très beau, un grand format. Et puis un dernier livre que j'ai pris, qui me tient particulièrement à cœur, Predator, de Jean-Marie Donat. Jean-Marie Donat est un collectionneur français qui sévit dans les marchés aux antiquités de France et de Navarre depuis maintenant plus de 40 ans, et qui a toujours eu cette habileté à collectionner des images très simples, à côté desquelles beaucoup de gens pourraient passer, et à finalement trouver une idée, un angle qui va permettre de les réunir et de les voir totalement différemment. Et Predator réunit des photos sur lesquelles on voit systématiquement l'ombre portée du photographe. Ce photographe porte un chapeau. Et le simple fait d'appeler ce livre Prédateur donne finalement une grille de vision à toutes ces images et les inscrit un petit peu dans une ambiance beaucoup plus inquiétante que celle qui était initialement dessinée. Et ça, je trouve qu'il a toujours vraiment ce talent pour trouver une idée et un mot qui va totalement influencer et diriger la façon dont on regarde chacune de ces images dans ses ouvrages. On va se permettre de rêver pour finir ce podcast. En imaginant qu'une personne découvre le travail fascinant d'un photographe méconnu ou peu mis en avant. C'est le début d'une archive. Quel conseil donnerais-tu à cette personne et à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer dans la collection de photographie? Je dirais, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de disposer de ces images. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas s'en servir avec précaution et respect, mais n'oubliez pas que si elles sont entre vos mains, c'est probablement pour vivre d'autres choses. On dit assez souvent que ce type de pratique peut consister à donner une deuxième vie aux images. En réalité, ça implique qu'elles n'ont eu qu'une vie avant ça, et l'expérience prouve que c'est pas toujours le cas. Ces photos qu'on récupère ont déjà eu plusieurs vies. Elles ont été photographiées, elles ont été tirées, possédées, données un beau jour, elles ont été
colorisées, elles ont été abandonnées, elles étaient sur le point d'être détruites, elles ont été récupérées. Il peut leur arriver plein de choses et je pense qu'il faut être assez libre dans la façon dont on peut devenir un des acteurs de la vie de ces images. Et après, un autre conseil que je pourrais donner sans doute, c'est de ne pas avoir peur de se répéter, de continuer. Créer une collection, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, c'est quelque chose qui se fait dans la répétition, qui se fait parfois dans l'ennui, et tout ça est quelque chose pour lequel il faut se battre. C'est pas l'histoire de 6 mois ou 1 an, d'un projet ponctuel qu'on met derrière soi. Ouais, merci Thomas. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'avoir écouté ce format focus sur les métiers autour de l'image. J'espère qu'il vous a plu. On vous mettra les liens vers Beijing Silvermine, vers l'Instagram de Thomas également. On se retrouve, nous, sur notre Instagram qui est dans la description et sur Patreon pour nous soutenir. C'était Alyosha pour le podcast Vision. À très vite. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.